pathétique. Mais en la regardant au ralenti, avec une musique héroïque, il trouva que ça avait une certaine allure. « Tu sais que t'es bon à l'image, toi ?» lui dit André. Une présence. Quand tu cours vers la caméra, là, avec la horde de bleus imaginaires derrière toi, c'est du grand cinéma. Hervé sourit. La grève avait été un fiasco total, un monument de ridicule. Mais il avait de belles images. Et dans le monde moderne, n'était-ce pas tout ce qui comptait? Chapitre 11. Le mariage blanc. La journée de jeudi n'avait pas encore livré toutes ses surprises. Après le fiasco de la grève, l'ambiance à la machine à café était morose. C'est le moment que choisit Fred, la compagne d'Hervé, pour faire son annonce. Elle arriva, radieuse, vêtue d'une robe élégante qui contrastait avec sa tenue habituelle. Alors, comme ça, les travaux qu'il y avait sur le toit, c'était pour une antenne relais? Lança T à Hervé, avant de changer de sujet avec une désinvolture étudiée. Au fait, je me marie. Hervé, qui venait de porter son gobelet à ses lèvres, s'étouffa. Tu, quoi? Je me marie, répéta Fred avec un grand sourire. Une vague de joie et de soulagement submergea Hervé. Le mariage. C'était la solution à tous ses problèmes. La stabilité, la fin de ses angoisses, la preuve que l'histoire du préservatif et de la culotte était bien une invention absurde. Mais c'est formidable, s'exclama-t-il, il en la prenant dans ses bras. Avec qui? Avec Blaze, répondit Fred. Le nom ne lui disait rien. Blaze qui? Blaze Adwale. Il est togolais. Je l'ai rencontré au collectif des sans-papiers. On se marie pour qu'il ait ses papiers. C'est un mariage blanc. Le monde d'Hervé s'effondra pour la deuxième fois de la journée. Un mariage blanc. Sa future femme allait épouser un autre homme, un sans-papier. Il était pris au piège de sa propre idéologie. En tant que syndicaliste, homme de gauche, lecteur occasionnel du Monde diplomatique, il ne pouvait que soutenir un tel acte de solidarité internationale. C'était un geste politique fort, un pied de nez à la France moisie. Il devait applaudir, il devait être fier. « Ah, dit-il, la voix étranglée, c'est formidable. Je suis très fier de toi, Fred. Vraiment. » Son esprit, cependant, était en ébullition. Une tornade de pensées inavouables, petites et mesquines, le submergeait. Un autre homme allait vivre sous son toit, partager sa salle de bain, utiliser son grille-pain, et puis il y avait la question de la police. Tu sais que la police, elle va vérifier si vous vivez vraiment ensemble, si vous êtes un vrai couple, demanda-t-il, espérant la faire changer d'avis. Pas de problème, répondit Fred. Le temps nécessaire, nous partagerons le même toit. C'est politique, j'assume. Hervé sentit la nausée monter. Il était le cocu le plus progressiste de France. Plus tard, Blaze vint au bureau pour rencontrer la famille. Il était grand, athlétique et possédait un sourire éclatant qui semblait n'avoir jamais connu le doute ou le cynisme. Il serra la main d'Hervé avec chaleur. « Hervé, enchanté. Fred m'a beaucoup parlé de vous. C'est un geste magnifique que vous faites pour moi. » Hervé marmonna quelque chose d'inintelligible. Il se sentait petit, gris, insignifiant à côté de ce héros des temps modernes. « Au pays, j'ai 5 femmes, ajouta Blaise en riant. Au début, je ne savais pas dire non et puis, ça occupe. 5 femmes. Hervé faillit s'évanouir. Il n'arrivait déjà pas à en gérer une. La conversation qui suivit fut une torture pour Hervé. Blaise parlait de son pays, de sa culture, de ses 17 enfants. Chaque mot était un rappel de sa propre vie étriquée, de ses combats syndicaux dérisoires. Il était le dindon d'une farce humanitaire. Quand Blaise partit, Fred se tourna vers Hervé, les yeux brillants. « Alors, il est super, non? »« Super, répondit Hervé d'une voix morte. Je suis de gauche depuis des années. Alors, c'est forcément cool, je suis une force de gauche. Alors, il s'éloigna vers son bureau, le dos voûté. Il venait de comprendre que l'enfer, ce n'était pas les autres. C'était ses propres convictions quand elle décidait de s'inviter à dîner. Partie fin, vendredi, le grand final. Chapitre 12. Le concours de la casserole. Le vendredi, jour de délivrance pour les âmes laborieuses, fut choisi par la direction pour son événement annuel de cohésion d'équipe, le grand concours de chant interservice. L'idée, jugée stupide par Carole, la nouvelle venue, avait été lancée par le maire et le président de la boîte lors d'un dîner trop arrosé. Le premier prix, un voyage d'une semaine tout compris aux Canaries. Cette récompense suffit à transformer l'apathie générale en une fièvre de compétition féroce et délirante. En quelques heures, le 7e étage devint une annexe de la Star Academy. Des vocalises s'échappaient des toilettes. Des répétitions clandestines avaient lieu dans la salle des archives. Chacun, persuadé d'être un talent méconnu,
se voyait déjà sirotant un cocktail sur une plage de Tenerife. Le jury, présidé par Carol, qui avait accepté la tâche avec un soupir de résignation, était composé de figures hétéroclites de l'entreprise. La soirée se déroula dans la cafétéria, décorée pour l'occasion de ballons dégonflés et de guirlandes en papier crépon. L'ambiance était électrique, un mélange d'excitation, de trac et de mépris mutuel. Le spectacle commença. Ce fut une succession de désastres artistiques. Maïva, une jeune stagiaire à l'air fragile, monta sur scène. « Je vais vous chanter une composition personnelle », annonça-t-elle. « Ça s'appelle « Je vais partir ». Elle se lança dans une complainte déchirante et atonale. « Je vais partir, ne jamais revenir, je prends mes clics, je prends mes claques. »« Eh ben, va-t'en », lui cria quelqu'un du fond de la salle. Puis ce fut le tour de Jean-Claude. Confiant, il avait choisi un classique de la chanson de charme. Il s'empara du micro, ferma les yeux et se mit à onduler du bassin en chantant une sérénade à Carole, qui le regardait avec une expression de pure horreur. Sa performance fut si chargée de sous-entendus graveleux que la direction des ressources humaines commença à prendre des notes. Hervé lui succéda. Il avait troqué sa pancarte de gréviste pour une guitare acoustique. « Cette chanson, dit-il d'un air grave, est dédiée à tous les travailleurs exploités par le capitalisme sauvage et les machines à café défectueuses. » Il entama alors le blues du businessman, une diatribe interminable et sans mélodie, dont les paroles confuses parlaient de synergie aliénante et de dosettes non recyclables. Le public plongea dans un coma collectif. Même Jean-Guy, le patron, fut contraint de participer pour montrer l'exemple. Voulant briser son image rigide, il avait choisi un tube de l'été. Il se mit à danser avec la grâce d'un réfrigérateur en pleine crise d'épilepsie, tout en massacrant la chanson d'une voix de canard étranglée. Comme un ouragan, la tempête en moi. Ce fut le moment où le ridicule atteignit son apogée. Le clou du spectacle, cependant, fut inattendu. Alors que le jury, désespéré, s'apprêtait à décerner le prix à une plante verte pour sa performance silencieuse, Vince monta sur scène. Il n'était pas sur la liste des participants. Il prit le micro. Un silence se fit. Il n'avait pas de musique, pas d'instrument. Juste sa voix. Et il se mit à rapper. Ce n'était pas une chanson. C'était une chronique, un témoignage, une épopée du 7e étage. D'une voix rythmée, avec une lucidité et un humour féroce, il raconta leur semaine. Il parla du chien pitié et du jambon aux somnifères. Il décrivit le studio d'Harvey, la cage d'ascenseur à 400 €. Il parla de la guerre des commerciaux, du président Sumo, de l'antenne relais et du syndicaliste vendu. Il parla de la grève ridicule, du mariage blanc, de la chaîne de l'humiliation. C'était drôle, brillant et terriblement vrai. Il ne jugeait personne, il se contentait de raconter leur folie collective. Pendant 3 minutes, il tint toute la salle sous son charme. Il était leur poète, leur miroir. Quand il eut fini, il y eut un instant de silence stupéfait. Puis, la cafétéria explosa en applaudissements. C'était une ovation. Les gens riaient et pleuraient à la fois, se reconnaissant dans ce portrait sans concession de leur absurde quotidien. Le jury n'eut pas le choix. À l'unanimité, Vince fut déclaré vainqueur. Il avait gagné son billet pour les Canaries. Il avait gagné sa liberté. Chapitre 13. Épilogue lundi. Retour à la normale. Le lundi suivant, l'atmosphère au 7e étage était étrange. Le souvenir du concours de chant flottait encore dans l'air, comme une gueule de bois collective. Les regards se croisaient chargés de honte, de ressentiment et d'une complicité nouvelle. La vie, cependant, reprit son cours, imperturbable. À la machine à café, le totem immuable, les rituels recommencèrent. Jean-Claude, le visage fermé, commanda un double expresso. Son humiliation était encore fraîche, mais déjà dans son esprit, il élaborait de nouvelles stratégies de vente, de nouvelles approches pour ferrer le client. L'échec n'était qu'une étape. Hervé, affalé dans son fauteuil, lisait un tract syndical avec une concentration feinte. Il avait survécu à la grève, à l'antenne, au mariage de sa femme. Il était invincible. Il attendait patiemment la prochaine crise, la prochaine occasion de ne rien faire tout en ayant l'air très occupé. Jeanne, guérie de sa dépression, était radieuse. Elle avait trouvé une nouvelle chaîne de lettres sur Internet, la chaîne de la pensée positive. Elle préparait des post-it avec des citations inspirantes pour les coller sur les écrans de ses collègues. Jean-Guy restait cloîtré dans son bureau. Une vidéo de sa performance de l'ouragan circulait en boucle sur les réseaux internes de l'entreprise. Il était devenu une légende, mais pas celle qu'il espérait. Vince était parti. Une carte postale des Canaries était arrivée le matin même, piquée sur le tableau d'affichage.
On y voyait une plage de sable noir et un ciel bleu infini. Audos un cel mort